sommes ici dans le recueillement, mais aussi parce que nous refusons que de tels drames deviennent de simples faits divers que l'on oublie quelques semaines plus tard. Hier soir à Sarreguemines, comme devant 200 autres tribunaux en France, un rassemblement pacifique était organisé. Une centaine de personnes y a participé, des hommes et des femmes politiques, mais aussi de simples citoyens, venus rendre hommage à Liana, mais aussi à tous les enfants victimes de violences. Sophie Messambourg est à l'origine de ce rassemblement. Elle a répondu à l'appel de la réalisatrice Andrea Bescon, dont le film Les Chatouilles aborde le thème des sévices sexuels faits aux enfants. J'ai envie d'être là pour une justice meilleure, pour que nos enfants soient entendus, qu'on les croie et qu'on agisse, surtout qu'on les protège. Liana, Maëlys, Fiona, voici quelques exemples emblématiques d'enfants martyrisés par les adultes et qui sont morts. Parmi les personnes présentes hier soir devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, certains revendiquaient que l'on inflige aux auteurs de crimes contre les enfants cette sentence supprimée en France depuis 1981, à savoir la peine de mort. Des membres d'une famille étaient là également pour témoigner d'une injustice dont ils seraient victimes. On a tous déposé plainte contre mon beau-père. Et au jour d'aujourd'hui, ma petite sœur de 11 ans qui est placée en foyer, ça fait 2 ans. 2 ans qu'on s'acharne, qu'elle s'acharne pour revenir à la maison chez notre mère et que la justice ne l'entend pas. Et au jour d'aujourd'hui, notre beau-père a plus de droits par rapport à ses droits de visite que ma mère actuellement. Il faut que ça change puisqu'on a beau avoir un beau-père qui est violent, qui nous a frappé pendant toute notre enfance et la justice elle fait rien malgré des plaintes. Il a jamais été auditionné par rapport à ça et au jour d'aujourd'hui il faut qu'il paye pour ça et faire en sorte que ça soit réglé pour nous tous, qu'on fasse le deuil de tout ça et que surtout Qui peuvent se reconstruire. Qu'on puisse se reconstruire et que ma petite sœur, qu'elle revienne chez sa mère et qu'elle puisse vivre sa vie comme il faut. De l'émotion, du recueillement et le souhait de voir s'exercer partout et dans tous les cas une justice à la hauteur était dans les pensées et dans les propos de l'ensemble des participants. Les autorités ne peuvent plus ne pas entendre le message. Je pense que là, aujourd'hui, le message est vraiment parlant et entendable, doit être entendu. Dans toute la France, des milliers de citoyens se sont mobilisés. Ils espèrent désormais des actes. 42 producteurs réunis à Putelange-au-Lac. Dimanche avait lieu la 4e édition de printemps du Grand Marché des producteurs, organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Le public a pu retrouver des professionnels du circuit court du territoire. Au milieu des participants habituels, près d'une dizaine de producteurs et artisans étaient présents pour la toute première fois, comme Manon Cloutz, floricultrice depuis 2 ans. Je cultive des fleurs sur Ilsprich et comme c'est un marché des producteurs locaux et que c'est à même pas 10 minutes de la ferme, j'ai choisi de participer cette année. Et ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité parce qu'il y a toujours des gens qui ne me connaissent pas et ça me permet de rencontrer aussi des gens qui s'intéressent aux fleurs, qui ont peut-être un mariage à fleurir bientôt. Donc c'est toujours intéressant de s'ouvrir à d'autres personnes. D'autres sont venus d'un peu plus loin, comme Fanny Mello, agricultrice et productrice de plantes médicinales à Carprich-au-Bois, près de Sarrebourg. C'est très important parce que, justement, parce qu'il n'est pas connu, que ce métier est pratiquement tombé dans l'oubliette, que les clients le plus loin possible puissent me connaître parce que ma spécialité, ça reste le sur-mesure sur ordonnance médicale. Je pense que c'est le plus important, c'est qu'on puisse justement savoir que j'existe. Chaque exposant a pu faire découvrir ses spécialités au grand public, qui lui a pu faire des achats sur place et se restaurer chez les nombreux producteurs. C'est un moment qui montre l'attractivité qu'on peut ressentir autour de nous sur le territoire. Aujourd'hui, il y a plus de 40 exposants qui viennent du pays de Bitche, du pays des lacs, même du Bliesgau en Allemagne. Je crois qu'on rassemble autour d'une problématique qui est celle des circuits courts. On reste sur des produits qui sont à portée de la main et dont on peut découvrir qu'ils sont formidables. Des animations ont agrémenté la journée, une mini-ferme, des jeux pour les enfants et des présentations d'associations locales comme les arboriculteurs de Putelange-au-Lac. L'édition printanière du Grand Marché des producteurs de la Casque se déroule chaque année dans une commune différente. En attendant de connaître la prochaine ville qui les accueillera dans un an, les exposants vous donnent rendez-vous dans le parc du château Husschneider à Sarreguemines pour l'édition automnale le 4 octobre. Une image
vaut parfois bien plus que 1000 mots. Metz Handball est enfin sur le toit de l'Europe. Des années de construction, de travail et de sacrifices. Des années marquées aussi par les désillusions et les rendez-vous manqués. Mais cette fois, les Dragons ont atteint le sommet du handball européen. Je sais même pas quoi dire, c'est dingue, c'est incroyable. Le match, tout ce week-end. Très vite, je pense à ma famille, aux gens qui comptent, particulièrement qui sont dans les tribunes, et puis à toutes celles et ceux qui ont encore fait le déplacement. Participer au Final Four était devenu une habitude pour Metz Handball. Restait à franchir cette dernière marche, ce plafond de verre qui résistait encore. Plus beau jour de ma vie, regardez ça. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, on est premier champion d'Europe, on est sur le toit de l'Europe. Je dois dire, j'ai versé quelques larmes. J'étais trop émue. Ah bah oui, c'est un rêve. On a même l'impression que c'est encore pas réel, quoi. On n'arrête pas de dire on est champion d'Europe, on est champion d'Europe. Et tout cela grâce à un parcours incroyable. Samedi, en demi-finale, face au CSM Bucarest, Metz Handball affichait toute sa puissance collective, portée également par des performances individuelles de très haut niveau. Victoire 32-27, les Dragons décrochent la première finale de la Ligue des Champions de leur histoire. Ouais, c'est la finale, c'est un truc de ouf. Quel plaisir d'arriver là devant tous les journalistes et de ne pas pleurer. C'est un sentiment que j'avais encore jamais connu et que je suis très heureuse de vivre aujourd'hui. Très heureuse. Mais franchement, j'ai envie de penser à demain. Et pour cause, Metz Handball n'est plus qu'à 60 minutes d'un rêve devenu accessible. Les Messines affrontent les doubles tenantes du titre, Győr. Dans une enceinte en ébullition, les deux équipes se livrent un combat intense. Au retour des vestiaires, Metz est sur un nuage. L'écart grimpe jusqu'à même 6 buts d'avance pour les jaunes et bleus. Les Hongroises vacillent. Malgré un retour dans les dernières minutes, elles ne parviennent jamais à renverser la tendance. Score final 31-29. Les Messines peuvent exulter. Ces filles, quelques-unes issues de la formation mosellane des Messines qui sont. Et puis c'est cette capacité au club de pouvoir rayonner à ce niveau-là. Et vous voyez ce public aujourd'hui qui est ravi, avec un état d'esprit qui est un état d'esprit du handball. Le Graal, c'est le fruit d'une longue quête. Et c'est vrai qu'on pleurait de joie à Budapest parce qu'on est très fiers. Metz, c'est la première équipe française qui emporte une coupe d'Europe de handball. Et comme un symbole, avec 12 buts inscrits en finale, Sarah Bouktit est élue meilleure joueuse du Final Four. Depuis que je suis dans le monde centre de formation professionnelle, c'était mon rêve ultime de la gagner, et surtout avec Metz, et je m'en suis jamais caché, je l'ai toujours dit haut et fort, qu'on pouvait le faire et que j'y croyais. La pivot française quitte la Moselle par la plus belle des portes, celle qui mène désormais Metz Handball dans une autre dimension. Championne d'Europe. À jamais les premières. Dans la peau d'un sapeur-pompier. Le temps d'une journée, l'unité opérationnelle de Sarreguemines a ouvert ses portes au public dimanche dernier. Dès 10h, les Sarregueminois ont pu assister à une présentation des véhicules et du matériel. Mais c'est surtout le jeune public qui en a le plus profité. Des animations leur ont été proposées pour leur faire découvrir le quotidien des pompiers. Sur place, le public était nombreux. L'après-midi, les équipes de secours ont réalisé des manœuvres pour montrer à quoi ressemble leur mission. C'était le retour des portes ouvertes organisé pour la première fois depuis 2019. Une bonne idée de sortie en famille qui a pu susciter des vocations. Super Hors-Bac vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Demain, l'atmosphère est souvent très nuageuse, agitée avec des averses. Elles sont plus organisées et prennent localement un caractère orageux, accompagnées parfois de coups de tonnerre en milieu de journée. Les températures à la baisse, 10 degrés en matinée et jusqu'à 15 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Landry. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal. Du 26 au 28 juin, vivez 3 jours de fête de musique et de spectacle à l'occasion de la 33e édition du Festival de la Saint-Paul. Dès le vendredi dès 17h45, rejoignez l'inauguration avec la musique municipale, puis vibrez avec Epic Love des Datsis Brass Band. Le samedi soir à 22h30, ne manquez pas Canopée, le grand spectacle déambulatoire de la compagnie Remue Ménage. Animation pour toute la famille, spectacle de rue, marché d'artisans potiers, surprise chez les commerçants. Retrouvez le programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. La plateforme d'accompagnement et de répit m'a proposé justement ces services. Et j'ai compris à ce moment-là que moi j'étais aidant. Donc il y avait une possibilité d'avoir 2 fois par mois une personne qui puisse venir rester avec Jean-Pierre pour que je puisse faire des choses à l'extérieur. Quand je reviens, je suis détendue. Ces personnes-là sont là pour nous apporter du bien-être. Donc c'est formidable. Bonjour à toutes et à tous. Le 14 juin marque la journée mondiale des donneurs de sang. Et à l'approche de l'été, l'établissement français du sang multiplie les actions de sensibilisation. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Olivier Duras, chargé de communication à l'établissement français du sang de Grand Est. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors je le disais, le 14 juin est donc la journée mondiale des donneurs de sang. C'est en premier lieu l'occasion de remercier les donneurs qui permettent chaque jour de sauver des vies. Tout à fait. Donc la journée mondiale des donneurs de sang qui se fait donc le 14 juin. Donc à l'origine, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a créé. Donc l'établissement français du sang avec les associations de donneurs de sang bénévoles rebondissent sur cet événement pour en faire une journée spéciale et un mois un peu spécial dans la mesure où on a différents événements. Donc c'est une journée spéciale pour remercier donc les donneurs. On a un slogan, c'est tous unis par le don. Donc ça permet de saluer toutes les personnes qui sont au niveau de cette chaîne transfusionnelle entre les donneurs, les associations de donneurs de sang, l'établissement français du sang avec toutes ses équipes, et puis également donc les soignants donc dans les hôpitaux, les prescripteurs de produits sanguins, et puis bien sûr les malades qui reçoivent les produits sanguins des donneurs. Et donc l'objectif de cet événement, c'est aussi de sensibiliser le plus grand nombre au don du sang. C'est important de le faire à la veille de la période estivale ? Oui, c'est très important parce que cette période du mois de juin où on organise un certain nombre de collectes événementielles et on a également toutes nos maisons du don donc dans le Grand Est qui sont ouvertes, ça nous permet d'engranger le maximum, enfin c'est ce qu'on espère, le maximum de poches de sang pour faire face aux besoins donc de l'été qui restent toujours importants dans la mesure où les malades, il faut les soigner donc dans les hôpitaux et les cliniques de la région, sachant qu'il y a bon nombre de donneurs, ceux qui le peuvent, partent en vacances. Donc, il faut faire face à cette situation. Donc, c'est pour cela qu'on demande aux donneurs de se mobiliser tout au long du mois de juin pour avoir des stocks conséquents pour faire face aux besoins estivaux. Parce qu'après juillet-août, il y a un peu moins de dons, c'est ça ? Et oui, parce que donc, les donneurs partent en vacances. Bon, bien sûr, les donneurs peuvent donner quand ils sont sur les surfaces maritimes, dans les quarts de prélèvement de nos collègues du sud de la France. Mais ça n'empêche que dans notre région, on doit répondre aux besoins donc, des hôpitaux et des cliniques. Quel est l'état aujourd'hui des réserves en France ?
Disons qu'ils ne sont pas très bons. Enfin, on est à peu près à 75 000 poches au niveau national, alors qu'il faudrait qu'ils soient un peu entre 90 000 et 95 000. Alors, tout cela s'explique par le mois de mai. On a eu un mois de mai avec de multiples jours fériés, donc avec 4 jours fériés. Donc, sachant qu'on collecte à peu près 10 000 dons par jour, donc on a eu un déficit à peu près de 40 000 dons pendant cette période-là. Donc, il s'est avéré que ça a été un mois compliqué. Donc là, on part au niveau de ce mois de juin avec cet handicap des poches qu'on n'a pas collectées au mois de mai. Donc, ce qui fait qu'on est dans une période difficile. Et quelles sont les conséquences justement de cette baisse de stock ? Disons que on lance des appels. On a toutes nos équipes au niveau de la communication et du marketing qui envoient des invitations. C'est pour ça que les donneurs reçoivent de multiples SMS ou des mails ou des notifications pour les faire venir. Et puis on a toute une campagne de publicité sur les réseaux sociaux et puis au niveau des radios et télé qui font qu'on essaye de toucher le maximum de gens pour venir. Donc on n'est pas du tout dans une situation de pénurie. Donc on ne l'est jamais dans la mesure où on essaie toujours d'anticiper les prochaines difficultés qu'on peut avoir en mettant des actions en place. Et beaucoup de personnes hésitent encore à donner leur sang. Quelles sont les questions ou les inquiétudes que vous entendez le plus souvent ? La plupart du temps, j'ai pas le temps. Donc ça, ça vient régulièrement. Et puis il y a les personnes qui ont peur bien sûr de la piqûre. Donc moi j'ai tendance à leur expliquer que ne regardez pas du tout. Et puis ça dure qu'une demi-seconde au moment où l'aiguille rentre dans la peau. Donc ça. Et puis on a toutes nos équipes qui sont formées pour piquer le mieux possible. Et puis elles engagent aussi un dialogue avec les donneurs quand ils sont dans nos maisons du don ou lors de nos collectes pour que tout se passe le mieux possible. Et par rapport à ceux peut-être qui disent qu'ils n'ont pas forcément le temps, on peut le rappeler, un don du sang c'est assez rapide, ça prend combien de temps à peu près ? Un don du sang classique de sang total, que vous soyez en collecte mobile ou dans une maison du don, ça prend entre 45 minutes et 1 heure, sachant que le moment où vous êtes prélevé, donc vous êtes sur le fauteuil, ça dure à peu près une dizaine de minutes. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'on conseille aux donneurs de prendre rendez-vous sur notre site internet pour qu'ils attendent le moins possible. Et concrètement, un don peut aider combien de personnes ? C'est ce qu'on dit, ils peuvent sauver 3 vies parce qu'avec un don de sang total, vous pouvez extraire du plasma, des plaquettes et des concentrés de globules rouges. Et est-ce qu'il y a des groupes sanguins qui sont particulièrement recherchés actuellement ? On a une tension là, en ce moment sur les groupes O. Et qui s'explique par les situations que j'évoquais précédemment. Donc les donneurs de groupes O et A, on les invite à venir un peu en priorité, sachant qu'on accueille tout le monde. Et justement, plusieurs collectes sont organisées dans les prochains jours sur notre territoire. Le 15 juin à Woustvillers, le 16 juin à Sarreguemines et Arren, ou encore le 22 juin à Ambach. C'est une importante logistique d'organiser ces collectes qui ont lieu toutes les semaines dans la région ? Oui, c'est une importante logistique dans la mesure où on a nos équipes qui partent de Metz. Donc avec chauffeur qui est en même temps secrétaire. On a les agents de collation aussi également. Souvent, la collation, elle est servie par les associations de donneurs de sang bénévoles qui nous aident beaucoup dans l'accueil des donneurs et pour servir la collation, pour surveiller aussi les donneurs au moment de la collation. Et puis, on a aussi nos infirmières qui sont présentes et puis également les médecins ou les infirmières qui font depuis quelques années les entretiens médicaux. Donc, sachant qu'il faut assurer toute cette logistique. Par exemple, sur Sarreguemines, on a quand même une collecte par mois. Donc ils se répartissent sur 2 lieux, le casino des faïenceries et puis l'hôtel de ville. Et puis à chaque fois, on a la présence des bénévoles de l'association des donneurs de sang de Sarreguemines qui nous aident, qui sont indispensables à l'organisation de la collecte. Oui, ça mobilise beaucoup de monde. Et entre le moment où un donneur s'installe lors d'une collecte et le sang qui est délivré à un patient, quelles sont les différentes étapes justement du sang ?
Donc là, on prend l'exemple d'une collecte, par exemple à Sarreguemines ou à Ambars ou à Woudswiller. Donc à la fin de la collecte, donc on récupère donc les poches de sang qui sont dans des caisses. Donc ensuite, ils sont acheminés à Nancy, où là on a un plateau de préparation des produits sanguins. Donc là où sont séparés donc, les différents composants du sang. Et en même temps, le soir, il y a des petits tubes qui sont prélevés au moment de la collecte, qui sont envoyés à Mestessy, donc c'est pas très loin d'Annecy. Donc c'est tout un laboratoire de qualification biologique des dons, là pour vérifier si vous n'êtes pas porteur de tel ou tel virus. Donc ce laboratoire effectue les tests et donne le feu vert à notre service de préparation à Nancy pour délivrer les poches de sang. Et c'est le service de distribution qui ensuite délivre les poches dans les hôpitaux et cliniques de la région. Donc on a des services qui vont livrer. En urgence, on peut avoir des taxis aussi qui livrent. Et puis dans certains hôpitaux et cliniques, on a ce qu'on appelle des dépôts, donc des enceintes réfrigérées, donc des frigos, où sont stockées les poches, et là où les professionnels de santé peuvent se servir pour transfuser les malades en urgence. Alors on parle beaucoup du don du sang, mais il existe aussi le don de plasma par exemple. À quoi servent-ils et comment se passent dans ce cas les collectes ? Donc les collectes concernant le plasma, elles se font exclusivement en maison du don. Donc la plus proche de Sarreguemines, c'est la maison du don de Metz, qui est dans le quartier du Sablon. Donc le plasma est très utile, il peut être transfusé directement. Par exemple, souvent quand une personne a été accidentée, le plasma permet de reconstituer le volume sanguin. Et puis on a un autre usage du plasma. Là, on peut fabriquer donc des médicaments dérivés du plasma, par exemple des immunoglobulines qui sont très importantes pour les personnes qui sont immunodéprimées. Et dans le monde, il y a de plus en plus de besoins en termes pour soigner ces malades-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France a un besoin important. On est dépendant donc de l'étranger pour les immunoglobulines, pour ces médicaments-là. À peu près à 65% qui viennent de l'étranger, principalement des États-Unis. Et là, depuis quelques années, l'EFS a lancé ce qu'on appelle l'ambition plasma. L'objectif, c'est de devenir souverain en matière de prélèvement et de production de ces médicaments-là pour soigner, soigner les malades. Donc on a de grandes ambitions en la matière. D'où l'importance de sensibiliser encore une fois au don de plasma et au don du sang, évidemment. Merci beaucoup, Olivier Duras, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour en parler. Merci pour cette invitation. Et très bonne journée à tous. Bonjour à toutes et à tous, le dimanche 14 juin aura lieu la Steel Race à Bitche, une occasion unique de découvrir le camp militaire à travers une course d'obstacles. Pour découvrir ce parcours en avant-première, je vais avoir la chance de pouvoir tester une partie des obstacles qui sont en train d'être mis en place. Alors pour ça, j'espère que la pluie va nous laisser un petit peu de répit. Venez avec moi. Je suis avec le sergent-chef Florian qui va tout m'expliquer un petit peu sur la Steel Race. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi ça va consister cette course ? Alors la Steel Race, c'est simple, c'est une course de 9 km avec 32 obstacles et dont les bénéfices seront reversés aux blessés de l'armée de terre. Ok, alors pour voir un petit peu comment ça va se passer, aider les téléspectateurs à visualiser un peu mieux à quoi elle va ressembler, je vais un peu me mettre dans la peau des participants. Alors tous les obstacles ne sont pas encore mis en place, hein, c'est en cours jusqu'au 14 juin, le jour de la course, mais on va déjà avoir un bon petit aperçu. Exactement, et c'est parti. La Steel Race, c'est avant tout une course à obstacles, et qui dit course à obstacles, dit course. Alors c'est parti, on démarre par ça. Donc là, on est au sommet du deuxième obstacle du parcours, et ici, c'est un terrain que vous utilisez pour vos entraînements, c'est ça ? Exactement, nous sommes au sommet de la piste d'audace d'initiation, donc qui est réalisée avec des conteneurs maritimes et c'est une piste sur laquelle on s'entraîne où l'on n'a pas besoin d'assurance vu que nous sommes à une hauteur inférieure à 3 mètres. Et pour les gens qui vont participer à la Steel Race, il y aura quand même des aides qui seront mises en place si jamais certains ont un peu peur de la hauteur justement. Alors effectivement, il y aura des aides à l'ascension, donc des bottes de paille pour diminuer la hauteur de grimpe.
Et il y aura également des aides pour la descente avec des tapis pour réceptionner les chutes et une petite échelle de corde qui est mise à disposition pour une descente beaucoup plus douce. Donc là, l'idée, c'est de traverser, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu as une technique que tu me conseilles? Alors, soit en désescalade en marche arrière comme on descendrait une échelle, et en escalade de face comme on monterait une échelle, ou sinon, il y a le roulé-boulet. Je te montre le roulé-boulet? Je veux bien. Je vais m'approcher au plus proche du filet, d'accord? Et je vais tout simplement rentrer mes bras et me laisser rouler pour après me remettre debout. C'est à toi. Alors moi, le roulé-boulet, je suis pas trop sûre. Je pense que je vais prendre l'autre option où je désescalade et j'escalade parce que je vais pas maîtriser aussi bien que toi. Donc là, le but, c'est vraiment de changer d'appui à partir du moment où tu as mis le filet en tension. J'ai pas compris. Hop là. Oui, avec la désescalade, l'escalade, c'est plus safe. Quelle que soit la technique, oui. Tu y arrives. L'important, c'est d'arriver au bout. C'est ça. Et maintenant, comment on redescend? Alors, comment on redescend? Donc, soit on réalise un saut en abaissant sa silhouette et en faisant une réception 4 membres, ou soit on utilise l'échelle de corde. Ok. Mais là, du coup, pour préciser, à la steel race, il y aura des tapis... Des tapis en mousse pour amortir les chutes, tout simplement. Marie-Morgane, je t'arrête. Ok. Tu sais qu'à la steel race, on n'est pas obligé de courir, on peut aussi y aller en marchant. Donc pour que ça soit accessible vraiment à tout le monde et même ceux qui sont moins à l'aise avec la course à pied, c'est ça? Exactement. Ou bien ceux qui veulent courir et qui se sentent un peu fatigués, ils peuvent tout de même continuer l'aventure tout en marchant et en le faisant à leur allure. Ok, et on arrive devant un nouvel obstacle, c'est ça? C'est bien ça. Donc le prochain obstacle, ce sont les cordes à grimper. Donc il y a plusieurs difficultés, soit la corde lisse ou soit la corde avec des nœuds. Le but étant de monter à la corde et de toucher la poutre qui se situe au sommet. Super. Et du coup, pour ceux qui ont un peu plus de mal, comme je l'avais dit, il y a une corde avec des nœuds. Donc pour cela, je prends la corde en guide, je m'arrête au niveau du nœud, je replace mes mains, je recherche le second nœud, et là, je touche la poutre, et mon ascension est terminée. Donc là, on a vu différents obstacles un peu physiques, entre guillemets, mais il y a différentes autres sortes d'activités qui seront possibles lors du parcours, c'est ça? C'est ça. Donc il y a des obstacles bas, il y a des obstacles à hauteur moyenne et il y a des obstacles un peu plus haut. Donc comme dit, on essaie vraiment de tout mélanger pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Et puis il ne faut pas non plus que ce soit une galère et que tout le monde soit dégoûté à la fin. Le but, c'est que ce soit fun, c'est que ce soit challengeant et que ce soit ultra amusant et que les gens reviennent. Et justement, en parlant de fun et challengeant, il y a aussi d'autres types d'obstacles, par exemple où il faudra ramper, porter des choses, etc. Exactement. Donc on essaie de regrouper un petit peu toutes les familles avec de l'équilibre, avec du grimper, avec du ramper, du porter, également de la précision. Et on a essayé également de mettre tous les éléments naturels dans la steel race. Donc on retrouvera également de la boue, de l'eau, du feu et de l'électricité. Ah oui, ça promet. Nous voilà arrivés au niveau du passage à gué. Donc l'obstacle est très simple. C'est un obstacle qui se veut grand, qui se veut long, qui se veut généreux, un petit peu comme nous à l'armée. Donc le but est de sauter d'îlot en îlot. C'est un obstacle qui est progressif dans sa complexité. Donc le but, c'est qu'au tout début, ce soit facile et qu'à la fin, ce soit un peu plus complexe pour que tout le monde puisse y trouver justement goût à cet obstacle. Ok, on va voir jusqu'à où je vais arriver. Eh ben c'est parti Marie-Morgane. Là, ça commence à être un peu plus éloigné. Je garantis pas ma réussite.
Ah mais non. Tu as quand même fait 3/4 du parcours, Marie-Morgane. Du coup, pour un petit peu les gens qui vont regarder ta vidéo, dis-moi, tu mesures combien? 1m58. Je suis un petit gabarit. Donc, comme quoi, c'est accessible à tous. T'as pas fini, ce n'est pas grave. Comme dit, c'est pas un échec. Tu peux continuer à côté. Oui, parce qu'on le rappelle, il n'y a pas de chronomètre à cette course, donc on peut prendre entre guillemets le temps qu'on veut pour essayer de se challenger et réussir les obstacles. Exactement. Donc on le rappelle, la Steel Race, c'est aussi une course solidaire puisque ça permet de récolter des fonds pour les blessés de l'armée de terre, c'est ça? C'est bien ça. Donc cette course, les bénéfices de cette course iront à la CABAT, donc, qui œuvre pour les blessés des personnes qui ont défendu le territoire national et ses enjeux, tout simplement. Et c'est justement aussi ce message d'entraide que vous voulez faire passer à travers la Steel Race entre les participants qui vont être un peu des coéquipiers tout au long de la course. Alors effectivement, la Steel Race retrace un petit peu le parcours d'un jeune volontaire, c'est-à-dire qu'il s'engage aux côtés de purs inconnus et il évolue et petit à petit, ces inconnus-là deviennent des frères d'armes, un petit peu comme c'est censé se dérouler lors de la Steel Race. Et donc là, on va tester un dernier obstacle. Est-ce que tu peux nous le présenter? Cet obstacle est un rampé d'une distance de 50 mètres couvert de barbelés. Donc, n'aie pas peur, on a suffisamment écarté les barbelés pour que la personne qui veut s'arrêter à tout moment puisse se lever et sortir du rampé et continuer en marchant tout simplement. Ok, ça marche, on va tester. Allez, c'est parti. Du coup, Marie-Morgane, c'est le moment de se salir. Bah oui, là, il n'y a plus de choix. C'est parti. Allez. Alors, comment tu te sens là? Pour l'instant, ça va. Comme c'est pas trop bas. Alors, cet obstacle-là, quand on l'a réalisé, on a voulu justement que ce soit d'une hauteur entre 60 et 70 cm pour que, à partir du moment où la personne veuille prendre sa pause ou se relever, elle peut, sans pour autant être accrochée au barbelé. Tu as réussi à faire les 50 mètres de rampée sans t'accrocher. Oui, c'est bon. Donc là, comme tu peux l'entendre, ça monte un peu dans le cardio. Oui. Mais voilà, c'est aussi ça. Ça reste un défi accessible à tous, mais également sportif. Donc on a vraiment le mélange des deux là. Donc là on a vu qu'une partie des 32 obstacles qu'il y aura à la Steel Race, mais c'était déjà super sympa. Pour ceux que ça peut intéresser, les téléspectateurs qui voudraient venir, est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques? Du coup, pour les informations pratiques, la Steel Race se déroule le 14 juin de 9h à 17h au camp de beach. Et pour toutes les informations complémentaires, on peut tout retrouver sur la page Facebook ou Instagram du 16e bataillon de chasseurs à pied. Eh ben, c'est parfait, c'est noté. Merci beaucoup Florian pour m'avoir initié à une partie de ce parcours, c'était vraiment très sympa. Merci Marie-Morgane et merci de t'être mouillée pour aujourd'hui. Ah oui, dans le sens propre comme au sens figuré.